Pedro Quadri se tenait dehors, respirant l'air frais du printemps. Les portes de la prison venaient de claquer bruyamment derrière lui. Il prit une autre profonde inspiration et mit un petit sac de sport gris sur son épaule. « Liberté » s'écria Pedro à voix haute, souriant en entendant combien ce simple mot sonnait différemment à l'extérieur de la cellule de prison. Pedro se dirigea vers l'arrêt de bus, savourant chaque pas dans ses vieilles baskets usées. Il les portait au procès, le jour qui avait changé sa vie à jamais. Pedro n'était ni un meurtrier ni un voleur, mais il avait un destin difficile, et il avait fait seulement un mauvais pas qui avait tout gâché. Pedro Quadri avait environ 27 ans. Il était né dans une famille ordinaire de classe moyenne. Sa mère, Sandra, travaillait comme employée de bureau dans une épicerie. Il n'avait pas de père et n'en savait rien, car sa mère ne voulait pas en parler. À la place, Pedro avait un beau-père, Emilio, un homme au caractère difficile et alcoolique. Sandra faisait de son mieux pour rééduquer son mari rebelle, mais en vain. Il pouvait tenir une semaine sans alcool, retourner même travailler quelques jours à l'usine, puis tout recommençait. Le jeune Pedro était souvent battu par son beau-père ivre, mais il le tolérait, il était faible et, franchement, il avait peur. Quand il était sobre, il était encore possible de communiquer avec lui, mais lorsqu'il était ivre. Sandra essayait de protéger son fils des coups de son beau-père, mais elle y réussissait rarement. En général, l'ivrogne Emilio commençait par détruire les meubles fragiles, renverser les chaises et les tables, renverser la soupe que sa femme cuisinait, casser des tasses et jeter les jouets de Pedro par la fenêtre. Ensuite, le beau-père semblait devenir fou. Détruire les meubles ne lui suffisait pas, il commençait alors à pousser et frapper Sandra. Le garçon essayait de protéger sa mère, même s'il était faible et minuscule, mais il ne pouvait pas rester simplement à regarder ou se cacher dans la pièce, et il était puni pour cela. La police n'intervenait pas dans la famille Quadri, comme c'est souvent le cas dans de telles situations. La police parlait parfois à Emilio, mais cela ne servait à rien. La mère de Pedro n'obtenait jamais d'aide de la police. Et elle aimait Emilio à sa manière, avec cet amour féminin désespéré, lorsqu'en raison de l'âge et des circonstances, on n'a plus l'espoir de trouver quelqu'un d'autre. Les enseignants de la maternelle demandaient souvent à Sandra pourquoi son fils avait un bleu sous l'œil ou sur les mains, car de telles choses arrivaient rarement à la maternelle. La mère répondait toujours que Pedro avait trébuché dans la cour ou était tombé de la balançoire. Elle était une bonne femme, mais elle avait trop peur de son mari alcoolique. Pedro hochait simplement la tête en silence, ne voulant pas trahir sa mère. Un jour, quelque chose d'horrible arriva dans leur famille. Pedro trouva un mignon petit chaton dans la cour et l'appela Vélo. Dans une autre ivresse, le beau-père essaya de jeter le chaton par la fenêtre, comme il l'avait fait avec les jouets auparavant. Pedro ne pouvait pas tolérer cela et, à l'âge de 6 ans, il se précipita pour la première fois sur son beau-père avec ses poings. C'était quelque chose qu'Emilio n'attendait pas de son beau-fils. Le garçon l'attaqua comme un prédateur en herbe, le frappant et le frappant. Bien que l'homme adulte fût 100 fois plus fort, Emilio fut effrayé par une telle fureur, et il épargna le chaton. Cependant, le soir, lorsque la mère rentra du travail, elle fut battue. La pauvre femme n'a jamais su l'incident avec le chat et ne comprenait pas pourquoi son mari l'avait battue à nouveau. Mais le lendemain matin, sobre, Emilio conseilla à Sandra d'emmener son fils dans un club de boxe. « Tu devrais t'occuper de lui, tu veux qu'il grandisse en femme? » Le garçon a du potentiel, de l'agressivité, une pure agressivité, le beau-père leva son puissant poing devant le visage de sa femme. « De quoi tu parles? » demanda la femme d'un air méfiant. « Si jamais il fait quelque chose de mal, je t'en supplie, ne le touche pas. C'est juste un enfant. » « Ce n'est pas ce que je veux dire, » dit Emilio, « Pedro devrait faire du sport, tu sais. C'est un garçon violent. Il faut canaliser son énergie dans la bonne direction. » Sandra se pinça les lèvres. Elle ne savait tout simplement pas comment réagir à une telle proposition de son mari. De plus, où pouvait-elle trouver l'argent pour payer la section de sport? « Eh bien, c'est une bonne idée, dit-elle, mais quel sport lui conviendrait? Si c'est du patinage artistique, nous ne pouvons pas nous le permettre, c'est trop cher. » Le beau-père répondit avec déception. « Sandra. Le patinage artistique? Sérieusement? » Emilio se tapota légèrement la tête avec le poing, soulignant la stupidité de sa femme. « Je parle de la lutte ou de la boxe. Tu élèves un vrai homme, pas un faible danseur. »
Sandra se demandait pourquoi son mari voulait que son beau-fils fasse de la boxe. Après tout, il se réjouissait à chaque fois que Pedro ne pouvait pas se défendre, car il était faible. Bien qu'elle ait depuis longtemps remarqué que l'Emilio sobre et l'Emilio ivre étaient deux personnes complètement différentes. Eh bien, d'accord, je peux aller à l'école de sport et parler. À l'entraîneur. Qui va payer? Ce n'est pas bon marché. Eh bien, comme d'habitude, nous prendrons l'argent sur le budget familial, répondit Emilio et prit une autre bouteille de vodka sous la table de la cuisine. Sur le budget familial. Sandra soupira lourdement, alors je vais devoir chercher un autre travail à temps partiel. Pedro, qui s'était caché derrière le coin, entendait chaque mot que les adultes disaient et serrait son chaton comme s'il essayait de le protéger. De la boxe? Il n'arrivait pas à croire qu'il l'envoyait à la section de boxe. Après tout, c'était génial, mais en même temps effrayant. Et s'il n'y arrivait pas? Et s'il n'était pas assez fort, comme les autres garçons? Il avait toujours été physiquement faible, sa mère le savait. Mais il voulait vraiment apprendre enfin à se battre et à protéger sa mère. Le lendemain était le jour de repos de sa mère, et elle emmena Pedro à l'école de sport près de chez eux. C'était un très vieux petit bâtiment en briques, mais le garçon pensait qu'il pouvait tout supporter. La section de boxe était au sous-sol. Quand Pedro vit les autres garçons s'entraîner, il fut enthousiasmé. Il ne comprenait pas la technique de leurs coups, mais les mouvements fluides des combattants le fascinaient, et les coups précis faisaient battre son petit cœur plus vite. Il tenait fermement la main de sa mère, ce qui fut remarqué par l'entraîneur en chef, Xavier Lara. « Qui est là? Un nouveau combattant? Pourquoi tu tiens la main de ton fils si fort, comme s'il allait être emporté par le vent? » Rigola l'entraîneur. Xavier était un homme dur et sévère qui effrayait un peu la mère. Mais plus tard, elle fut heureuse d'avoir quelqu'un comme Monsieur Lara pour s'occuper de son fils. Pedro avait besoin d'un homme normal pour apprendre. Elle ne pouvait pas trouver meilleur professeur pour Pedro que son entraîneur. « Je t'ai amené mon fils », commença-t-elle timidement, « mon mari dit que le garçon devrait faire du sport dès que possible. » L'entraîneur regarda d'un œil critique le maigre Pedro, puis regarda Sandra. Rien de bon ne se lisait sur son visage. Pourquoi son père n'est-il pas venu? Cela aurait été plus pratique d'en discuter avec un homme. Il travaille, il a un quart de travail à l'usine, mentit la mère de Pedro, rougissant comme une tomate. De quoi voulez-vous discuter? Le garçon veut se battre, défendre sa patrie. La patrie? Regarda Pedro incrédule. Et ensuite, il demanda au garçon. Peux-tu faire au moins 10 pompes, pour commencer? Bien sûr, je peux, s'écria joyeusement le garçon. Montre-moi ça, dit l'entraîneur avec un air sérieux. Le garçon lâcha immédiatement la main de sa mère et se précipita sur le tapis, bien décidé à lui montrer tout ce dont il était capable. Pendant ce temps, Xavier prit la mère du garçon à part et demanda à voix basse. « Es-tu sûr de vouloir que ton fils fasse de la boxe? Ne me comprends pas mal, je l'accepterai, mais... il est trop maigre. » Sandra soupira simplement. « Regarde, je comprends que mon garçon ne soit peut-être pas un boxeur né naturel. Mais pourrais-tu au moins essayer de l'entraîner? Ce serait mieux pour lui si tu pouvais le former, et ça lui serait utile dans sa vie d'adulte. Et le père du garçon, ne veut-il pas l'entraîner? Ou n'a-t-il pas le temps? Demanda l'entraîneur. Mon mari. Nous avons une situation difficile à la maison, essaya d'expliquer Sandra. Xavier regarda la mère de Pedro pendant quelques secondes avant de comprendre ce dont elle parlait. Eh bien, voyons ce que nous pouvons faire, peut-être qu'il réussira. Pendant tout ce temps, l'entraîneur observait son fils. Le garçon, qui avait commencé avec entrain, était épuisé après 6 pompes. Il était maintenant assis en nageant dans sa sueur. Ses muscles faibles tremblaient d'effort. Pas mal, décida l'homme pour l'encourager. Il te suffit de faire plus d'exercices et de mieux manger. Tu vas développer ta masse musculaire. Il est difficile de se battre sans ça. Le garçon acquiesça faiblement et lui sourit en retour. Son cœur battait vite et ses joues étaient rouges. Reviens demain à 9 heures et nous commencerons à ce moment-là, promit-il. Sa mère regarda reconnaissante le grand homme musclé, mais détourna immédiatement le regard. Désormais, son garçon ne serait plus seul, pensa-t-elle, avant que Pedro ne court joyeusement vers elle, enlaçant de ses bras maigres. 1 an plus tard, la mère de Pedro décéda.
Une crise cardiaque soudaine surprit Sandra au travail, derrière le comptoir du magasin. Les voisins racontèrent ensuite que le cœur de la femme avait lâché parce qu'elle avait appris les infidélités de son mari. Quant au beau-père, il ignora simplement toutes ces rumeurs, qualifiant les amis de feu sa femme d'idiot. Pedro venait de fêter ses 6 ans à l'époque, il devait aller à l'école, en première année, mais le garçon n'était pas du tout préparé. Il n'avait pas d'uniforme ni de fourniture scolaire. Grâce aux bons amis de sa mère, ils prirent soin de l'enfant et l'aidèrent à se préparer pour l'école. Le garçon entra en première année avec un vieux uniforme usé, qui appartenait autrefois à un autre enfant devenu grand. Pedro ne se plaignit pas. Il comprenait qu'il était maintenant seul avec son beau-père, et il était très reconnaissant envers sa mère de l'avoir emmené à la section de boxe à l'époque. Pedro s'entraînait avec l'entraîneur Lara depuis 1 an déjà, et était devenu plus fort depuis le début. Il n'était plus aussi faible, et pouvait encaisser un coup. Sa nouvelle forme physique l'aida même dans sa relation avec son beau-père. Emilio ne plaça pas Pedro dans un orphelinat, mais il ne cessa pas de boire. Comme auparavant, quand quelque chose l'irritait, le beau-père essayait de faire passer sa colère et son insatisfaction sur le garçon. Mais maintenant, Pedro était plus sûr de ses capacités et pouvait se protéger, ainsi que son chat Vélo. Un jour, le beau-père, ivre, s'attaqua à nouveau au chat. Il essaya de le frapper de toutes ses forces, blessant ainsi Pedro aussi. La chose était que le garçon avait oublié de régler le réveil d'Emilio à une certaine heure, et il était en retard pour le travail après une autre beuverie. Le beau-père devint encore plus ivre et décida de se venger de son beau-fils à travers le chat. Bête pleine de puces, l'homme ivre brandit son poing dans une explosion de rage. « Tu es toujours en train de quémander à manger. Avec quel argent achetons-nous ta nourriture? » « Mon argent. »« Nous l'achetons avec l'argent de la pension, » dit Pedro à la place de Vélo, qui venait de courir de l'entrée dans la cuisine. Il venait juste de rentrer de l'entraînement. « Oncle Emilio, tu n'as pas ramené un sou à la maison ce mois-ci, tu as tout dépensé en alcool. » Le garçon attrapa le chat sous les pieds de son beau-père et le jeta dans le couloir en refermant la porte. L'animal était sain et sauf et miaula en signe d'appréciation. Le visage du beau-père rougit immédiatement. « De quoi parles-tu, petit bâtard? » Emilio était furieux et abattit son grand poing sur le beau-fils. Cependant, Pedro était prêt. D'un mouvement brusque, ignorant les bras menaçants de son beau-père, le garçon leva le poing et frappa Emilio à la mâchoire. « C'est ta punition pour ce que tu as fait à maman et à Vélo, » dit le garçon d'un ton renfrogné, « et encore une chose. N'ose plus frapper ce chat quand je ne suis pas là. Si j'apprends que tu l'as fait, tu le regretteras. Et n'ose plus jamais me toucher. » Pedro le détestait, mais il essayait d'être poli. L'éducation de sa mère n'avait pas été vaine. Mais aussi longtemps qu'il vivrait dans cette maison, il n'autoriserait personne à l'humilier ou à lever la main sur lui ou sur son animal de compagnie. « Quand je serai grand, je prendrai Vélo et je quitterai ta maison, » dit une dernière fois le garçon, « et tu pourras vivre ici comme tu veux. » Le beau-père répondit en se frottant la mâchoire meurtrie. « Petit bâtard, j'aurais dû te mettre dans un orphelinat. Là-bas, il t'aurait appris les bonnes manières. Je n'aurais pas dû dire à ta mère de t'emmener à l'école de sport. » Pedro sourit simplement. « Tu penses que je suis trop jeune pour tout comprendre? Tu n'aurais pas pu me mettre à l'orphelinat, car tu reçois de l'argent pour moi en tant que père adoptif, n'est-ce pas? Si tu m'avais placé dans un orphelinat à l'époque, tu n'aurais pas d'argent pour boire maintenant. Voilà tout. » Sur ces mots, le garçon sortit de la cuisine, prit son chat dans ses bras et s'enferma dans sa chambre. Le temps passait. Pedro avait maintenant 17 ans. Il se préparait à terminer ses études secondaires. À ce stade, le jeune Quadri était devenu un jeune et prometteur boxeur de la Ligue junior. Pedro était devenu un jeune homme fort, aux épaules larges, confiant, et il continuait à s'entraîner, remportant de plus en plus de récompenses pour son école sportive et pour la collection de son entraîneur. Au fil des années, Xavier était devenu de plus en plus comme un père pour Pedro. Le garçon partageait non seulement ses succès sportifs avec son coach, mais lui demandait souvent conseil sur des questions de vie. Le garçon faisait confiance à son entraîneur et ne lui cachait pas qu'il était préoccupé par son avenir. Ces dernières années, vivre sous le même toit que son beau-père était tout simplement insupportable. Xavier, conscient des circonstances de Pedro, lui a offert inopinément de venir vivre chez lui, et Pedro a accepté avec bonheur cette offre. «
Tu ne devrais plus tolérer ce paresseux alcoolique, commença Xavier. Prends tes affaires et viens vivre chez moi. J'ai un grand appartement, 3 pièces, je pense qu'il y a assez de place pour tout le monde. Tu es sérieux? Demanda Pedro avec de l'espoir dans les yeux. Oh, mon Dieu, ce serait tellement génial. Xavier, je suis sans voix, merci. Je te promets que je ne te dérangerai pas. C'est juste. J'ai un chat, Vélo, je ne peux pas laisser mon ami avec ce salaud, il le jetterait par la fenêtre pour me faire du mal. L'entraîneur se frotta le menton, pensif, puis sourit. Tu sais quoi, amène ton chat. J'ai des fleurs à la maison. Mais si tu promets qu'il ne les mangera pas, alors je pense que nous pouvons être amis. Cette nuit-là, Pedro a fait ses bagages, il achetait des vêtements et tout le reste avec l'argent de ses compétitions, a pris son chat et est allé vivre chez son entraîneur. Le beau-père n'a même pas remarqué l'absence de son beau-fils. Il était ivre comme d'habitude. Pedro décida qu'il l'appellerait plus tard pour tout expliquer. Surtout, le garçon ne voulait pas se retrouver en conflit avec lui maintenant. Il était trop fatigué des crises épuisantes d'Emilio et de ses accès de colère incontrôlables. Et ainsi, ils vécurent tous les 3 ensemble, Pedro, Xavier et Vélo. Comme Pedro s'en souvient plus tard dans sa petite cellule de prison, ce furent les 2 meilleures années de sa vie. Le garçon se rappelait comment, dans l'un de ses combats les plus difficiles, l'entraîneur Lara avait toujours cru en lui et l'avait encouragé, ne le laissant pas abandonner. À gauche, ne rate pas la percate. S'écriait Xavier, se tenant de l'autre côté du ring. Pense aux bases. Ce que je t'ai enseigné pendant toutes ces années. Celui qui a l'air faible frappe toujours plus fort. Pourquoi? Parce qu'il est en colère. Pedro se faisait sérieusement battre. L'adversaire était fort. Bien qu'ils se battaient tous les deux dans la catégorie des poids mi-lourds, ce gars avait l'air d'un poids lourd né naturel. Après avoir encaissé plusieurs coups dévastateurs au corps et à la tête, Pedro était prêt à abandonner. Mais l'entraîneur vint à la rescousse avec ses conseils. Pedro Quadri remporta ce combat, devenant le plus jeune champion des poids moyens de la région. Malheureusement, c'était la dernière fois qu'il combattait professionnellement sous la direction de Xavier Lara. En fait, c'était la dernière fois qu'il voyait son entraîneur en vie. Le drame s'est produit quand il ne s'y attendait pas. Un soir, alors que l'entraîneur rentrait chez lui depuis l'école de sport, il a été heurté par une voiture de luxe à grande vitesse. Cette voiture était conduite par un riche salaud. Le pire, c'est que le meurtrier n'a jamais été retrouvé. Ils ont dû soudoyer qui il fallait, pensa Pedro. Le jour où il a identifié le corps de Xavier Lara à la morgue fut le pire jour de sa vie, au même niveau que celui où sa mère est morte. Toute l'école sportive était présente aux funérailles. Lara avait non seulement formé une 12aine de champions pendant sa vie, mais c'était aussi un homme vraiment bien, un véritable ami et mentor pour les gars qui avaient décidé de consacrer leur vie au sport. Après les funérailles, Pedro décida de rejoindre l'armée. C'était ainsi qu'il avait décidé de surmonter son chagrin. L'armée devint le foyer de Pedro. Il endura de véritables tragédies familiales et finit par se retrouver dans les casernes de l'armée à 19 ans. Les jours passaient l'un après l'autre. Patrouille interminable, devoirs militaires et cours théoriques se déroulaient tous les jours à la même heure. D'une certaine manière, Pedro aimait la discipline de l'armée. Cela l'aidait à se distraire de ses sombres pensées du passé. Mais très vite, la monotonie de la vie en caserne commença à l'ennuyer de plus en plus. Cela aurait pu rendre l'âme jeune de Pedro terne, mais un jour, il rencontra Clara. C'était une étudiante en correspondance, étudiant l'économie dans la même ville où vivait Pedro. Les jeunes se sont rencontrés assez normalement. La fille était pressée de prendre le bus, mais elle l'a raté, et Pedro conduisait un camion de l'armée. Il avait été envoyé en ville pour récupérer les provisions achetées pour la cuisine de l'armée. « Bonjour, mademoiselle, puis-je vous emmener ?» demanda le jeune soldat à l'étudiante, souriant. « En fait, je voulais prendre un bus, mais je l'ai raté, » répondit Clara avec hésitation. Pedro a immédiatement essayé de la rassurer. « Ne vous inquiétez pas, je sers dans l'armée, et je vis à proximité, le commandant de bataillon m'a envoyé en ville pour les courses. Je ne vous ferai pas de mal, vous avez la parole de mon lieutenant. » L'étudiante réfléchit à la proposition du jeune homme pendant quelques secondes, jusqu'à ce qu'il regarde ostensiblement sa montre, faisant comprendre que le temps presse et que la jeune fille devrait prendre une décision.
Bon, d'accord, Clara accepta enfin, juste ne m'ennuie pas. Et attachez votre ceinture, exigea-t-elle sévèrement. Je ne veux pas avoir d'accident. Oui, commandant, plaisanta Pedro, en portant la main à la visière de sa casquette d'uniforme, puis il rit. Clara rit aussi de son austérité ostentatoire. Plus tard, lorsqu'il était en route, elle s'excusa pour son ton. Excusez-moi d'avoir été si dure. C'est un genre de déformation professionnelle et c'est héréditaire. Mes parents sont professeurs d'université, ma mère enseigne la philosophie, et mon père. Mon père est un historien célèbre. Florentino Casas, vous en avez peut-être entendu parler? Peut-être, répondit Pedro, souriant énigmatiquement. Il aimait vraiment la fille, alors il ne voulait pas mentir. Bon, nous voilà, dit Clara tristement lorsque le soldat l'a déposée chez elle. Merci de m'avoir emmené. Sans votre aide, j'aurais attendu le prochain bus maintenant. À ce moment-là, Pedro réalisa qu'il était temps de faire un pas décisif. C'était maintenant ou jamais. Excusez-moi, Clara, ils avaient fait connaissance en chemin, mais voudriez-vous aller au cinéma local le week-end prochain? Il y a une grande première, nous pourrions la regarder ensemble et en discuter autour d'un café et d'une glace après. Clara fit semblant de réfléchir, en réalité, elle était ravie de la proposition du jeune militaire, peut-être un futur colonel. Si ce n'est pas un film d'action ou un film d'horreur, alors j'aimerais le regarder, répondit l'étudiante. Je n'aime pas tout ce qui explose à l'écran, ou, au contraire, les rivières de sang partout. Clara fronça gracieusement son petit nez. Non, c'est quelque chose d'historique, répondit Pedro calmement. Je te promets, même s'il y a des explosions, ce n'est pas trop. Les jeunes passèrent le week-end suivant ensemble. Pedro réussit à prendre 2 jours de congé. Le garçon et la fille trouvèrent rapidement un langage commun. Pedro aimait l'intelligence et la sophistication de la douce Clara. Et Clara aimait la force un peu primitive et ancienne de Pedro. Pour elle, il était un protecteur désintéressé, un chevalier prêt à exaucer n'importe quel souhait d'une belle dame, peu importe ce que c'était. Plus Pedro avançait, plus il réalisait qu'il était fou de Clara. Le couple correspondait constamment et échangeait des photos. Ils aimaient tous les deux cette romance épistolaire qui leur rappelait le style des relations des vieux films. Clara écrivait constamment à son petit ami combien elle l'aimait et attendait avec impatience leur prochaine rencontre, et comment le temps passait lentement quand ils ne pouvaient pas être ensemble. Parfois, ils réussissaient à se voir, généralement lors des rares week-ends du garçon, et ils passaient ensemble chaque minute. Le soir, avant de se coucher, d'autres soldats suppliaient Pedro de leur lire certaines des lettres que Clara lui envoyait. Même si les lettres étaient parfois très intimes, Pedro choisissait des passages où Clara lui exprimait ses sentiments avec passion. À un certain moment, Pedro et Clara réalisèrent qu'ils voulaient être ensemble officiellement. Ainsi, les jeunes décidèrent qu'ils se marieraient dès que cela serait possible. Même s'ils étaient tous les deux jeunes et que Pedro n'avait même pas encore rencontré les parents de la fille, le couple pensait que tous les problèmes seraient sûrement résolus. La seule chose qu'ils voulaient, c'était d'être ensemble. Pedro avait une pile de lettres de Clara sous son matelas, qu'il relisait parfois quand il avait du temps personnel avant de se coucher, après une autre journée réussie de service. 6 mois avant la fin du service militaire, tout changea brusquement. Clara arrêta soudainement d'envoyer des lettres. Au début, il pensa qu'il y avait eu un problème à la poste, un problème qui empêchait les enveloppes de lui parvenir. Mais les autres garçons continuaient de recevoir des lettres de leurs amis et de leurs proches. Ce n'était donc pas le service postal. Pedro s'inquiéta beaucoup de savoir si quelque chose de terrible était arrivé à sa bien-aimée. Ou peut-être était-ce lié à sa famille. Et si quelque chose était arrivé au père de Clara? Surtout ces derniers temps, la fille se plaignait de plus en plus de ses problèmes cardiaques. Le garçon demanda la permission au commandant de l'unité et commença à appeler régulièrement la fille, d'abord à la maison, puis sur son téléphone portable. Pour une raison quelconque, il n'y avait pas de réponse sur le téléphone fixe. Mais quand Pedro l'appela sur son téléphone portable, il fut horrifié d'entendre la voix d'un répondeur informant que le numéro était incorrect. Vérifiant la feuille du carnet où il avait noté le numéro de Clara, il s'assura, il ne pouvait y avoir aucune erreur, le numéro était en effet correct. Anticipant quelque chose de mal, Pedro raccrocha lentement. Avec des mains tremblantes, il replia la feuille avec le numéro. Le garçon était perdu, il ne savait pas quoi faire maintenant.
Ses amis lui conseillèrent d'attendre la démobilisation pour aller voir Clara et découvrir ce qui s'était passé. Peut-être qu'il est vraiment arrivé quelque chose. Ne t'inquiète pas, Pedro, ils ont peut-être déménagé quelque part. Oh vraiment? Alors pourquoi elle ne m'a pas dit? Grinça le jeune soldat amèrement. Non, ça ne ressemble pas à Clara. Et si quelque chose lui était arrivé, ses parents m'auraient prévenu. Ses amis secouèrent simplement la tête, n'osant pas évoquer l'hypothèse la plus évidente. Peut-être que Clara s'était simplement lassée de Pedro et l'avait quitté. Le jour où le service prit enfin fin fut un jour que Pedro se souviendrait pour le reste de sa vie. Le ciel était couvert de nuages gris plomb et une froide pluie d'automne commença. Pedro n'avait pas de parapluie, alors il dut se couvrir avec sa veste pour rester au sec. Lorsqu'il fut hors de l'unité, il se précipita immédiatement vers la maison de Clara. Le cœur de Pedro semblait aussi galoper. Sans remarquer les énormes flaques, le garçon traversa les rues familières et le grand parc aux arbres sombres, où les jeunes aimaient se promener lors de leurs rares rencontres. Enfin, Pedro Quadri arriva devant la belle maison où vivait sa fiancée. La maison avait été construite récemment, alors la zone autour d'elle et l'intérieur du nouveau hall spacieux l'impressionnèrent par leur luminosité et leur netteté. C'est étrange, mais pendant tout le temps de leur relation, Clara n'avait jamais invité Pedro chez elle. Il n'avait même jamais mis les pieds à l'intérieur. La fille expliquait que ses parents étaient très stricts et conservateurs, et s'ils voyaient leur fille avec un homme, ils pourraient facilement la mettre en résidence surveillée. Pedro plaisantait qu'ils devraient quand même se rencontrer après le service. Clara répondait qu'il vaudrait mieux attendre un peu plus longtemps, car elle voulait préparer ses parents pour le moment de la rencontre. « Vous cherchez qui ?» demanda sévèrement la concierge derrière le grand comptoir d'accueil. La grosse femme regardait Pedro à travers les épais verres de ses lunettes. « Est-ce que Clara Casas vit toujours dans l'appartement 78 ?» Se souvint-il de l'adresse où il envoyait les lettres à sa bien-aimée. « Casas? Puis-je vous demander, qui êtes-vous » demanda-t-elle incrédule. « Je m'appelle Pedro Quadri, je suis le fiancé de Clara, » répondit calmement Pedro. Mais son cœur battait si fort qu'il allait sauter hors de sa poitrine. Pendant une minute, le visage de la concierge resta immobile et incrédule. Puis son expression changea rapidement pour un sourire. Et une seconde plus tard, il y eut un rire fort et méprisant à travers ses lèvres joliment peintes. « Fiancé? Vous? » dit-elle avec peine à travers son rire. « Que se passe-t-il? » Pedro était confus comme un enfant. « Non, rien du tout, » rit la concierge en essuyant le mascara qui s'était étalé sur son visage. « C'est juste que vous êtes un peu en retard, Clara est mariée depuis 3 mois. » Pedro sentit tout le sang quitter son visage, ses lèvres refusant d'obéir, mais il réussit quand même à parler. « Clara. Mariée? » Il ne se souvenait pas d'avoir couru les escaliers jusqu'au 6e étage ou d'entendre la concierge crier quelque chose d'insultant après lui. Il réalisa rapidement que l'appartement de Clara devait être au 6e ou au 7e étage et il avait raison. Une fois dans le spacieux hall d'entrée, Pedro vit Clara sortir de son appartement et un homme, apparemment son mari. Tout s'est renversé à l'intérieur du garçon. Toutes les pensées qui le rendaient calme et rationnel furent détruites par une amère vague de rage, de ressentiment et d'incompréhension. Les sentiments submergèrent Pedro, ne lui laissant aucune chance de reprendre ses esprits. « Clara, mon amour, » murmura-t-il, « comment as-tu pu me faire ça, à nous ?» Clara, aussi mince et belle que le jour où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, regarda son ex-fiancé avec de grands yeux effrayés. À côté d'elle se trouvait un homme grand et maigre, légèrement plus âgé que la fille. Des lunettes de soleil coûteuses, quelques bagues en or sur ses doigts fins et une barbe à la mode indiquaient que le mari de Clara était un fan passionné de boîtes de nuit et un fêtard à la mode. En jugeant par ses vêtements tape à l'œil, c'était juste un autre fils de parents riches, qui n'avait rien gagné par lui-même et était incapable de faire quoi que ce soit. « Mon amour ?» dit-il d'un ton interrogateur en regardant sa femme. « Qui est-ce et de quoi parle-t-il » Clara prit avec frayeur la main de son mari. « Santiago, c'est un vieil ami. Nous avons fait l'école ensemble, puis il a été renvoyé. » Pedro n'en croyait pas ses yeux. Alors c'était vrai? Clara avait 2 bagues en or à son doigt, une bague classique et une bague de fiançailles avec une grosse pierre jaune semblable à un diamant.
Elle leva la main pour que Pedro puisse les voir et comprendre. Et je te l'avais dit, murmura tristement Pedro, je ne peux pas comprendre. Comment as-tu choisi ça plutôt que moi? Le garçon désigna l'homme riche, comme s'il s'agissait d'un insecte répugnant. Tu ne comprendrais pas, Pedro, dit Clara en bégayant. Santiago est différent. Eh bien, oui, dit l'ex-fiancé, Santiago est différent. C'est l'argent et le luxe, les boîtes de nuit coûteuses où je ne pouvais pas t'emmener, car je suis juste un pauvre soldat. Et je ne t'aurais jamais emmené dans les boîtes de nuit car j'avais besoin d'une famille, pas de tout cela. Pedro regarda Clara avec dégoût. Soudain, le mari intervint dans la conversation. Je ne comprends pas, quel est ton problème avec ma femme? Qui es-tu? Il voulait sérieusement comprendre ce qui se passait, alors il enleva ses lunettes de soleil. Qui suis-je? Je suis son fiancé, Pedro, dit-il avec un sourire amer. Nous avions prévu de nous marier, nous nous aimions, et ensuite. Je ne sais pas d'où tu viens. Mais il semble que notre mariage est annulé. N'est-ce pas, Clara? Dit-il sarcastiquement à la fille déconcertée. Il y eut une pause maladroite. On aurait dit que Clara était figée sur place, cachée derrière son mari. Clara regarda Pedro sans dire un mot. Finalement, Santiago se rapprocha lentement de son rival. Je me moque de ce qui se passait entre vous avant moi, mais maintenant elle est avec moi, commença-t-il avec dédain. Tu comprends? Nous sommes mariés, déclara l'homme riche, pendant que tu étais dans ta foutue caserne, tu as déjà pensé à ce que tu pourrais lui offrir? Des voyages à l'étranger? Des bijoux coûteux? Des yachts et des villas? Tu n'as pas d'argent pour ça. Ce que je pouvais lui offrir ne regarde pas, dit Pedro. Il ne remarqua pas comment son corps prit soudainement sa posture de boxe habituelle, ses poings levés dans les airs, mais toi et les gens comme toi ruinent la vie des gens bien. Des gens bien? Tu crois que tu es bien? Se moqua Santiago avec dédain, tu es un pauvre, tu es juste un soldat. Sors d'ici, ou j'appelle les gardes de sécurité. La femme de l'accueil aurait pu prévenir la police à ton sujet. Ils viendront et t'arrêteront. Pedro ne se souvient pas de ce qui s'est passé ensuite. Son corps a réagi avant qu'il puisse se ressaisir. Il a attaqué le maigre Santiago et a commencé à le frapper, coup après coup, comme il l'avait fait sur le ring. À travers le voile noir de la rage, Pedro entendit Clara crier et le supplier d'arrêter de battre son dégoûtant mari. Bientôt, il sentit les mains puissantes de quelqu'un le tirant en arrière. C'était la police, la concierge les avait appelés. La peau de Pedro fut traversée par un puissant choc électrique. Tout ce dont il se souvenait, c'était la contraction involontaire de tous ses muscles, puis l'obscurité totale. Pedro Quadri fut condamné à 3 ans et demi de prison, avec la possibilité de prolonger la peine jusqu'à 10 ans si la victime ne sortait pas du coma. Pedro avait assommé Santiago. La santé fragile de Santiago ne pouvait pas résister aux coups de boxeur, et il était entre la vie et la mort. Clara ne s'est pas présentée au procès, elle passait tout ce temps à l'hôpital régional près de son époux. L'avait-elle jamais aimé, Pedro? C'était une question à laquelle le garçon ne pouvait pas répondre. La seule chose dont il était sûr, c'était qu'il ne reverrait plus jamais Clara. Toutes les nuits, allongé dans une cellule de prison, Pedro se blâmait de ne pas avoir pu se contrôler à l'époque. Il aurait répondu avec quelque chose de sarcastique en réponse aux moqueries du scélérat, et aurait fièrement tourné les talons pour que Clara ait honte. Pour qu'elle réalise ce qu'elle avait échangé contre son bonheur. Mais hélas, ce qui était fait ne pouvait pas être défait, de sorte que chaque nuit passée en prison semblait encore plus longue que la précédente. 2 ans et demi plus tard, il fut enfin libéré sous caution. À ce moment-là, Santiago s'était rétabli et, par chance pour Pedro, il n'avait pas demandé de prolongation de sa peine. L'enquêteur expliqua plus tard à Pedro que le père de Santiago était une personne importante, membre du Parlement, et il ne voulait pas que les médias le sachent, surtout parce qu'il y avait des élections à venir. En S'. Approchant de l'arrêt de bus, Pedro réfléchit à la manière dont il allait vivre, et à ce qu'il allait faire. Il ne voulait pas rentrer chez lui car tout le monde là-bas savait déjà le crime qu'il avait commis. L'emprisonnement à un si jeune âge avait gravement entaché sa réputation professionnelle et personnelle. À peine quelqu'un dans sa petite ville serait heureux de voir le boxeur venir de prison. Son beau-père ne serait pas heureux de vivre avec son beau-fils ex-détenu non plus. Dans la dernière lettre que Pedro avait reçue de son seul parent,
Celui-ci avait clairement indiqué qu'il ne voulait plus vivre sous le même toit que lui, qu'il ne voulait même pas le voir. De plus, Emilio s'était presque tué à force de boire. Les voisins, les amis de la défunte mère, écrivaient à Pedro que ce scélérat n'avait plus longtemps à vivre. C'était bien qu'il y avait quelqu'un dans l'environnement familier qui ne tournait pas le dos à Pedro. Mais le garçon réalisa que personne d'entre eux ne serait disposé à accueillir un ex-détenu chez eux non plus. En montant dans le bus, Pedro Quadri prit une décision difficile, mais, comme il le pensait à l'époque, la bonne. Il voulait rompre avec son passé et essayer de commencer une nouvelle vie. Ainsi, son chemin n'était pas vers sa ville natale, mais vers la capitale. Au début, la ville a accueilli Pedro d'une manière très hostile. Pendant longtemps, le garçon n'a pas réussi à trouver du travail, et cela n'avait rien de surprenant. Dès qu'un employeur découvrait son casier judiciaire, on lui montrait immédiatement la porte. Néanmoins, il y avait ceux qui non seulement voulaient se moquer de l'ex-détenu, mais aussi le tromper ouvertement. La première fois que cela s'est produit, c'était lorsque Pedro a réussi à trouver un emploi dans une compagnie de taxi. Au début, Pedro était content de son travail, car l'argent était bon, et il était un bon conducteur. Mais après quelques shifts, il fut profondément déçu. Il s'avéra que la plupart de l'argent devait être donné au chef de brigade, et ce qui restait à peine suffisait pour acheter des céréales et du lait. Mais nous étions convenus que je recevrais 60%. Insistait toujours Pedro, pourquoi devrais-je n'obtenir que 30%? C'est comme un vol. Tu devrais te plaindre moins et travailler davantage. Peut-être que tu aurais gagné quelque chose, dit le patron calmement, tu penses que je ne sais pas que tu viens juste de sortir de prison? Tu devrais être heureux d'avoir un travail, voyou. Où tu veux y retourner? N'as-tu pas passé suffisamment de temps en prison? Il menaça Pedro. Finalement, le pauvre garçon quitta le bureau avec un maigre salaire, et son estime de soi chuta encore plus bas. Il savait qu'on ne le traiterait pas bien dans de tels endroits, et qu'on pouvait le piéger. Et Pedro ne voulait plus jamais retourner en prison. La deuxième fois, la chance semble sourire au garçon quand il réussit à obtenir un emploi en tant que magasinier dans un grand supermarché. Les 2 premiers mois se passèrent assez bien jusqu'à ce que le directeur du magasin découvre accidentellement que son meilleur magasinier venait de sortir de prison. Cette fois, Pedro cacha prudemment son casier judiciaire et n'avait aucune idée de la manière dont cette information avait pu être divulguée. Mais malheureusement, il fut immédiatement renvoyé, et le garçon n'eut même pas le temps d'expliquer quoi que ce soit à la direction. Pedro loua une petite chambre à la périphérie de la ville. Il n'avait assez d'argent que pour payer sa logeuse, une douce vieille dame nommée Inès Duena. Le garçon vivait dans une grande pauvreté, mais il avait encore un peu de dignité, et ne devint pas sans abri. « Inès, j'ai bien peur que ce soit mon dernier mois chez vous, » dit tristement Pedro, en remettant l'argent à la vieille femme. « Pas question, cher Pedro. » Que s'est-il passé? La vieille femme était confuse. Elle connaissait l'histoire de Pedro, et ne le jugeait pas. Après tout, il avait le droit de défendre son honneur face à cet homme riche. Inès avait vécu seule pendant très longtemps. Son seul fils était mort dans un terrible accident alors qu'il n'avait même pas 20 ans. La vieille logeuse aimait Pedro, et une fois qu'elle l'avait connu, elle appréciait vraiment sa compagnie. Lorsqu'elle apprit que son locataire avait été une fois de plus renvoyé, Inès haussa simplement les épaules. « Calme-toi, Pedro, tu n'as pas besoin de partir. Tôt ou tard, tu trouveras un bon emploi. Tu verras, il y aura des gens bien qui ne se soucieront pas de ton passé. Et franchement, je me sens en sécurité quand tu es ici, tu vois, notre quartier n'est pas sûr, » déclara la vieille femme en s'enroulant dans son écharpe pour assurer le jeune homme. Pedro la remercia et promit que dès qu'il trouverait un emploi, il paierait. Inès souriait seulement en écoutant les ferventes promesses du jeune homme. Après tout, elle ne l'avait pas accueilli à cause de l'argent, mais parce qu'il lui rappelait son défunt fils. Un soir, sur le chemin du retour après une autre entrevue d'emploi, Pedro vit un chien immobile près du parking. Quand il s'approcha, il entendit les gémissements de l'animal malheureux. Le chien avait une patte cassée. Quelqu'un n'avait sûrement pas vu ce chien, et l'avait renversé sur le parking. Et il n'avait même pas été secouru, salaud. Le chien était jeune, presque un chiot, ressemblant à un dachshund mélangé à un bâtard. Ses petits yeux noirs regardaient constamment autour de lui, et ses oreilles veloutées tremblaient, comme si elles étaient soumises au vent invisible. Le chien était nerveux,
ne sachant pas à quoi s'attendre de l'homme étrange penché sur sa patte blessée. Pedro décida de ramener le chien à la maison. À la maison, Pedro et Inès bandèrent sa patte, mais ils l'emmenèrent chez le vétérinaire le lendemain. Heureusement, il s'avéra que l'os n'était pas cassé. Le chien avait une mauvaise entorse et quelques bleus sur son corps, mais cela pouvait être réparé avec les bons soins et du repos. La vieille dame fut très heureuse d'apprendre que son nouveau compagnon allait s'en sortir. Elle donna un nom au chien, qui se révéla être une femelle, la Casito. Et ainsi, ils vécurent ensemble, Pedro, la vieille dame Inès et la Casito. Après quelques semaines, Pedro réussit à obtenir 2 emplois à temps partiel, docker et gardien de nuit dans une usine de pâte à papier. Comme Inès l'avait dit, il y avait enfin des gens qui se fichaient de son passé. Ce dont ils avaient besoin, c'était avant tout un travailleur responsable, et Pedro était cette personne. Un jour, sur le chemin du retour après son service à l'usine, Pedro fut témoin d'une scène terrible. Près d'une boîte de nuit, à l'extérieur d'une voiture de sport rose néon. Chic, 3 gros hommes essayaient de harceler une jeune fille, complètement ivre. Sa robe courte, dorée et pailletée, était dangereusement relevée, laissant ses cuisses exposées. L'un des voyous haletait étrangement, essayant de toucher les jambes de la fille, tandis que les 2 autres examinaient déjà le contenu de son sac à main pour voir si les clés de la voiture s'y trouvaient. Pedro s'arrêta, se rendant compte que la belle riche était apparemment la victime de cambrioleurs typiques qui attendaient leurs victimes ivres à la sortie des boîtes de nuit. Mais les intentions du 3e homme, celui qui tripotait la fille, étaient différentes, et cela ne plaisait pas à Pedro. « Et, toi, oui, toi », appela-t-il en hochant la tête lorsque ceux-ci détournèrent enfin leur attention de leur victime, « laissez la fille tranquille. Vous ne voyez pas qu'elle n'a pas envie de vous parler ?» L'autre homme, qui essayait sans succès de trouver les clés dans le sac à main de la fille, regarda menaçant Pedro. « Gamin, tu ferais mieux de dégager d'ici. Tu ne vois pas que les adultes sont occupés? »« Ouais, c'est ça, » confirma le voyou qui colla la beauté ivre contre le mur, « c'est ma femme, et nous avons un moment d'intimité. » Compris? Tous les 3 éclatèrent de rire bruyamment, et la fille, visiblement réveillée par les sons forts, marmonna quelque chose d'incompréhensible. Pedro savait qu'il prenait un gros risque, mais il ne pouvait pas laisser une jeune fille ivre sans défense avec ses gorilles. Il ne se le pardonnerait jamais. Ne voulant pas poursuivre une conversation futile, Pedro se précipita rapidement vers le plus grand d'entre eux, qui tenait simplement la fille, et lui donna son fameux crochet du droit. Le voyou gémit et ne lâcha pas sa victime. Le 2e homme se précipita vers Pedro et le frappa rapidement à plusieurs reprises. Pedro ne s'attendait pas à faire face à un adversaire égal, il fut donc un peu pris au dépourvu. Le 3e homme profita de cela et frappa Pedro violemment et brusquement sur la tête. Un féroce combat éclata. Pedro se battit du mieux qu'il put. Il savait que s'il abandonnait maintenant, la fille mourrait ou quelque chose de pire pourrait se produire. Un boxeur expérimenté donna aux 3 agresseurs les coups que son entraîneur préféré lui avait enseignés. Alors que Pedro esquivait habilement un autre coup, il semblait entendre la voix de Xavier Lara dans sa tête, « Baisse-toi, puis toi. Bien, bien, bien. Vif, vif, ne les laisse pas attendre. Frappe-le dans les côtes, frappe-le dans les côtes. » Finalement, la police et une ambulance arrivèrent sur les lieux de la bagarre. Les 3 salauds furent immédiatement menottés et Pedro fut emmené à l'hôpital. Bien qu'il fût un combattant expérimenté, il avait subi plusieurs blessures graves, dont quelques côtes cassées, et une commotion cérébrale. Néanmoins, le garçon était fou de joie, il avait réussi à sauver une étrangère riche, ce qui signifiait qu'il aurait un jour de plus dans sa vie. Mais le sauveur de la riche fille ne reçut jamais le traitement approprié. Pedro n'avait pas d'argent, il ne reçut donc que les premiers soins avec un bandage et une longue liste de médicaments nécessaires. Il fut renvoyé de l'hôpital dès le lendemain. Le médecin lui demanda de quitter la chambre et s'excusa pour cela. Pedro Quadri, tu sais, tu ne peux pas rester ici plus de quelques jours. Je comprends, acquiesça Pedro. Que pouvait-il faire d'autre? Peux-tu au moins appeler un taxi? Le médecin accepta. Elle avait de la compassion pour le gars qui avait sauvé la fille. Alors qu'elle se remettait d'une énorme dose d'alcool qu'elle avait consommée la veille au soir, lui, un simple ouvrier, risquait sa vie pour la sauver. La femme paya le taxi pour Pedro et lui souhaita un prompt rétablissement. De retour chez lui, il écouta une diatribe en colère d'Inès.
Il ne pouvait pas lui avoir dit qu'il était à l'hôpital. Ensuite, Pedro se retira dans sa chambre pendant un moment. Il avait besoin de reprendre ses esprits et de réfléchir à ce qui s'était passé. Quelques jours plus tard, une grande voiture d'affaires noire s'arrêta devant l'immeuble d'Inès, et un homme en costume sombre et coûteux sortit et monta dans l'appartement de la vieille femme. Inès nourrissait la Casito lorsque la sonnette retentit. C'était Claude Valdés, l'un des hommes d'affaires les plus puissants de la capitale. Comme il s'est avéré, Pedro avait sauvé sa fille. En demandant la permission de voir le jeune homme, Claude Valdés entra prudemment dans sa chambre. Inès lui apporta du café, puis quitta discrètement les lieux. Il était temps de se promener avec la Casito. Après avoir remercié le gars d'avoir sauvé sa stupide fille, M. Valdés décida de passer à l'objectif principal de sa visite. « Dis-moi, Pedro Quadri, est-il vrai que tu as été libéré de prison il n'y a pas si longtemps et que tu as déjà travaillé dans plusieurs endroits de notre ville? Je veux dire la compagnie de taxi et l'entrepôt du supermarché. »« Ouais, je suis sorti récemment, répondit-il honnêtement, et comment as-tu su ça? » J'ai essayé de travailler dans le service de taxi et comme magasinier, mais je n'ai volé personne là-bas et je n'ai escroqué personne. Claude sourit un peu. Eh bien, j'ai des connexions dans la police, donc je peux tout savoir, c'est pourquoi je connais ton passé. Et tant mieux pour toi, tu n'as pas menti. J'ai besoin de gens honnêtes maintenant. Dis-moi, demanda l'homme d'affaires, quel crime as-tu commis? Pedro lui raconta son histoire simple, puis l'homme d'affaires resta silencieux un moment, mais ensuite il dit « Merci. Ce que tu as fait n'était pas si grave. Pour être tout à fait honnête, j'aurais fait exactement la même chose si j'avais été à ta place, dit Claude en confidence. La seule erreur que tu as commise, c'est de frapper le fou trop professionnellement, tu aurais dû le frapper plus doucement, peut-être que tu ne finirais pas en prison. » Eh bien, je ne peux pas changer mon passé, répondit Pedro, maintenant il vaut mieux résoudre les problèmes actuels. C'est vrai, acquiesça l'homme d'affaires et décida de clore ce sujet, voyant à quel point cela était désagréable pour Pedro. Ensuite, après une courte discussion sur la vie, Claude fit soudain une demande inhabituelle. Pendant les premières secondes, Pedro pensa que l'homme d'affaires plaisantait. « Pedro, je vois que tu es un bon gars, pas un voleur, pas un meurtrier, pas un violeur. Tu es aussi un bon combattant. C'est tout ce dont j'ai vraiment besoin de toi. Écoute, Pedro, lui dit l'homme d'affaires en confidence, aide-moi à rééduquer ma fille. Lola est devenue complètement incontrôlable, elle ne m'écoute pas. Mon Dieu, comment puis-je t'aider avec ça? Pedro était choqué. Cette fille idiote n'écoute plus du tout, continua Claude, je lui ai dit d'arrêter de fréquenter ses clubs et ses soirées, et de commencer à penser à son avenir. Mais elle m'a répondu, je n'ai qu'une seule vie, papa, et je dois tout essayer. Et voilà le résultat qu'on a obtenu. Je pense même que Lola a commencé à se droguer. J'ai déjà assez de problèmes, je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin d'un garde pour elle, mais j'ai besoin d'une personne fiable. Tu comprends? J'ai essayé tellement de choses. J'ai engagé toutes sortes de gens. Personne ne peut s'en occuper. Alors je me suis dit, peut-être que tu peux le faire. Tu sais, je n'ai pas confiance en ces gardes des agences privées. Ils vont trouver de la saleté pour me faire chanter, et alors je devrais payer pour ça aussi. Et toi, tu es un gars simple, mais malin et honnête. Je te paierai généreusement, je te promets. J'ai besoin d'y réfléchir, répondit Pedro, je ne sais même pas encore quoi dire. En plus, j'ai besoin de temps pour me rétablir. Bien sûr, réfléchis et prends ton temps, acquiesça Claude, voici mon numéro de téléphone, appelle-moi si tu es d'accord pour aider. Avant de partir, l'homme se tourna vers lui et dit « S'il te plaît, essaie de me comprendre. Je ne peux pas tout gérer tout seul. J'ai une grosse entreprise, du stress, des transactions et des contrats. Et maintenant, ma fille cause aussi beaucoup de problèmes. » D'accord, Monsieur Claude Valdés, répondit Pedro avec un sourire en retour, je vais réfléchir à votre proposition, je vous le promets. L'homme d'affaires acquiesça, dit au revoir une fois de plus et partit. Pedro y réfléchit et décida finalement que cela valait la peine d'essayer. 2 semaines plus tard, dès qu'il se sentit mieux, Pedro appela Claude Valdés et accepta d'être le garde du corps de sa fille. « Merci, papa, tu as été tellement utile. » Lola était hystérique quand elle apprit que son père avait désigné Pedro comme son nouveau garde du corps.
Je t'ai dit que ce gars serait ton ombre à partir de maintenant, où que tu ailles, il ira. N'essaie même pas de discuter. Gronda l'homme d'affaires, furieux de l'entêtement de sa fille, au cas où tu aurais oublié, ma chère, Pedro t'a récemment sauvé la vie et l'honneur alors que tu sortais de la boîte de nuit ivre au point de ne pas être consciente de ce qui se passait autour de toi. Je n'ai pas demandé qu'on me sauve la vie, dit Lola sarcastiquement, il aurait pu simplement me passer devant. Mais il se prend pour un chevalier. La coopération entre Pedro et Lola ne fonctionna pas dès le début. La jeune fille riche qui n'avait pas encore 20 ans pouvait ennuyer son nouveau garde du corps tellement en une journée qu'il voulait juste partir silencieusement et retourner travailler comme gardien de nuit ou comme docker. Parfois, la fille se moquait délibérément de lui toute la journée, le forçant à l'accompagner dans d'interminables centres commerciaux et salons de beauté. Il voyait comment elle gaspillait des sommes énormes pour acheter des robes et des chaussures. Pedro pouvait seulement rêver d'avoir autant d'argent. Cependant, le garde fut patient, et peu à peu sa patience fut récompensée. Lola s'habitua au gars et se mit à mieux le traiter, surtout après qu'il l'ait sorti de plusieurs situations difficiles. Un jour, Lola fit une overdose. Pedro fut terrifié. Il trouva immédiatement une clinique privée à proximité, où la fille fut sauvée. Après cet incident, Lola promit que si Pedro ne le disait pas à son père, elle cesserait de prendre de la drogue. À la surprise de la fille, Pedro tint sa promesse. Lola fut vraiment impressionnée par une telle dévotion, et elle essaya aussi d'arrêter de se droguer. Après un certain temps, elle prit même rendez-vous chez un narcologue, secrètement de son père pour pouvoir se débarrasser complètement de son addiction. Un jour, Pedro arrêta un mec ennuyeux qui harcelait Lola depuis des mois. Pedro lui parla en homme à homme et expliqua au gars riche et gâté qu'il valait mieux laisser la fille tranquille. Comme auparavant, Pedro ne dit rien à propos de cela au père de Lola. Le gars était discret et tint toujours ses promesses, ce que Lola appréciait. Les jeunes ne se rendaient pas compte à quel moment des sentiments avaient grandi entre eux. Lola réalisa soudainement que son affection pour le garde silencieux était beaucoup plus profonde et sensuelle qu'elle ne l'aurait dû. Et Pedro se rendit compte qu'il ne pouvait pas imaginer sa vie sans la fougueuse, vulnérable Lola. Pendant longtemps, Lola et Pedro durent cacher leurs sentiments à Claude Valdés. La fille craignait que sa réaction puisse être imprévisible. « Tu sais, il est très strict avec moi, » dit-elle à Pedro, « il m'a élevée seule et contrôlait tout. Ma mère est décédée de la leucémie quand j'étais bébé, alors je suis devenue une dure à cuire. Je pensais que si j'étais audacieuse, courageuse, obstinée, alors la maladie n'oserait jamais m'emporter loin de mon père comme elle l'avait fait avec ma mère. J'ai eu peur toute ma vie de tomber malade, moi aussi. Personne ne t'arrachera de moi et de Claude Valdés, promit Pedro en la serrant doucement, renonce juste à toutes tes mauvaises habitudes, et tout sera différent, tu verras. Et ton père se calmera et comprendra que tu n'as pas besoin d'être constamment contrôlé. Crois-moi, une mauvaise décision peut bouleverser toute la vie d'une personne. Et si tu prends de telles décisions tous les jours, c'est comme marcher sur un champ de mines, tu ne sais jamais quand et où ça va exploser. Pedro raconta à Lola toute l'histoire de sa vie, lui parla des erreurs qui lui avaient coûté près de 3 ans de vie normale. Après cela, on aurait dit que Lola était une autre personne. Chaque jour, la jeune fille apprenait à se contrôler, soumettant progressivement ses démons intérieurs et méritant ainsi le respect et les éloges de son père et de son amoureux. « Comment ça, tu es enceinte? » Claude était furieux, lors d'une conversation sérieuse avec Lola et Pedro. « Comment? Quand avez-vous eu le temps? Comment avez-vous pu? » L'homme d'affaires se tourna vers le garde. « J'ai été idiot, j'étais si heureux, je pensais que ma fille était enfin entre de bonnes mains, qu'elle avait enfin changé. Et maintenant, papa, je suis enceinte de Pedro. » Puis, se calmant un peu, il demanda aux amoureux. « Quand prévoyez-vous même de vous marier? Vous ne pensez pas que je vais simplement laisser ça se faire tout seul? Lola, tu es si sournoise. » Pedro et Lola soupirèrent de soulagement. Ils savaient tous les deux que Claude Valdés était un homme strict et sévère, mais son cœur avait toujours été grand et bon, et il ne souhaitait certainement rien d'autre que le meilleur pour sa fille. Si elle avait choisi un homme comme Pedro pour être son mari, alors soit, d'autant plus qu'il avait su la guider sur le bon chemin. Lola avait appris de l'histoire de Pedro à quel point la vie que nous avons ici et maintenant est précieuse, et à quel point il est dangereux de jouer avec l'équilibre. Un mois plus tard, les jeunes se marièrent.
Ce fut l'un des mariages les plus colorés et mémorables de la capitale avec un énorme gâteau et des centaines d'invités. Inutile de dire qu'Inès et Lacasito étaient là aussi. Plus tard, Lola et Pedro demandèrent à la femme et à son chien de déménager dans leur maison. Quelques mois plus tard, ils emmenèrent leur nouveau-né, Antonio, dans cette maison. Claude Valdés était ravi de son petit-fils. Il l'adorait et prévoyait déjà de l'envoyer à l'École internationale d'économie. Pedro ouvrit sa propre agence de sécurité dans la capitale avec l'aide de son beau-père, où il n'embauche que des gens après un entretien personnel. Avant tout, l'ancien boxeur veut que ses employés soient de bonnes et fiables personnes en qui on peut avoir une confiance inconditionnelle. Quant à Lola, elle renonça à toutes ses mauvaises habitudes pour toujours et maintenant elle s'occupe de l'éducation de son fils et de la création d'un aménagement paysager unique autour de la maison de Pedro et la sienne.